On va commencer par toi, Romain Médère, même si on ne te présente plus. Bonjour, donc je m'appelle Romain Médère, je suis le chef du restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée. Et voilà, là où on pratique cette cuisine de la naturalité d'Alain Ducasse. Bonjour à toutes et à tous, Xavier Alberti, je dirige une chaîne d'hôtels et de restaurants qui s'appelle Les Collectionneurs, qui rassemble 585 adresses dans 17 pays d'Europe. Voilà. Et la marque est présidée par le même Alain Ducasse. Bonjour, moi c'est Julien Dumas, chef du restaurant Lucas Carton à Paris, Relais Château. Voilà, c'est tout ça après ce que j'ai à dire. C'est Relais Château, on va en parler plus tard, mais c'est une très belle équipe qui sont à fond sur le durable. Bonjour, je me représente, Marie Garnier, je suis directrice du développement durable chez Métro France et notamment en charge d'un programme qui s'appelle Mon restaurant passe au durable. Bonjour, Henri Landès, je suis le cofondateur et le directeur du fonds Landestini qui œuvre pour la reconnexion des humains à la terre et la nature à travers l'alimentation durable et je suis aussi enseignant à Sciences Po Paris sur la politique de l'environnement. Et donc la table ronde sera animée par Caroline Deschamps, rédactrice en chef à Public Sénat. Voilà, et Anne Garabédian, si elle vient. Gestion des déchets, durabilité, locavorisme, plastique. La transition écologique traverse bien évidemment l'univers de la restauration. De plus en plus de restaurants se mettent à la cuisine éco-responsable. Mais peut-on concevoir des restaurants 100% éco-responsables? De quelle manière? Comment verdir la table? Comment peut-on aussi améliorer ces pratiques au quotidien? Y a-t-il des rôles modèles dans ce domaine? Eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant. Xavier Alberti, est-ce qu'on a vraiment le choix? Est-ce qu'on ne peut pas ne pas aller vers l'éco-responsable? Bonjour Anne Garabédian. Quel bonheur de vous accueillir. Mais c'est la première table ronde où on commence un quart d'heure à l'avance. Tu peux t'asseoir. On est trop fort. Tu peux t'asseoir même. Merci beaucoup. Bon, j'imagine, Caroline a fait son intro et a annoncé. Voilà, et je lançais Xavier Alberti. Alors, c'est lui qu'il fallait lancer en premier. C'est moi ou c'est Romain, tu veux dire? Non, alors, c'est Xavier, et en fait, Xavier m'a parlé de Romain, donc je pense que la liaison va se faire assez facilement. Non, je pense qu'on n'a pas le choix. La question qui était posée par Caroline, c'est est-ce qu'on a le choix? Non, je crois qu'on n'a pas le choix. Et pas parce qu'il nous a imposé par une force divine, mais il nous a imposé par le consommateur. Et le client, lui, il veut du sens. Et ça passe par, effectivement, ce qu'il a dans son assiette. Pourquoi on lui donne à manger ceci et plus cela? Pourquoi on le cuisine de cette façon-là et plus de telle manière-là? Pourquoi est-ce qu'on l'approvisionne de cette manière-là? En fait, moi, je crois que on est dans un changement de paradigme profond sur l'alimentation. La cuisine, elle a connu 3 grandes époques. La première, c'était qu'est-ce qu'on peut manger? Ça a duré quelques millénaires jusqu'à ce qu'on ait trouvé tout ce qu'on pouvait manger. Et puis ensuite, comment est-ce qu'on peut le manger ou comment est-ce qu'on peut le cuisiner? Ça a commencé au Moyen-Âge et ça s'est terminé, on va dire, à la fin du XXe siècle avec la cuisine moléculaire. Et puis, on est rentré dans une nouvelle phase qui est pourquoi? La quête de sens, la qualité, l'approvisionnement, les valeurs partagées. Ce que viennent consommer aujourd'hui des clients, c'est plus seulement la qualité d'un produit et un produit, c'est quelles sont les valeurs dont il est porteur en tant que tel. Et effectivement, pour moi, il y a un restaurant emblématique aujourd'hui qui répond à ces questions, c'est Alain Ducasse au Plaza Athénée, dont le chef est à ma droite. Parce que ce qui est génial, c'est qu'il enchaîne directement. C'est plus seulement une cuisine où on dit on va faire de la haute gastronomie. Et forcément, ça va être bon, et forcément, ça va être beau, et forcément, ça va être construit, et forcément, ça va être parfaitement servi et mis en musique par le personnel de salle et la sommellerie. Mais ça répond à une question, c'est comment est-ce qu'on est capable de nourrir 12 milliards de personnes en 2050 de façon saine et de façon durable. Et ce que fait ce restaurant, c'est pas seulement répondre à une certaine excellence gastronomique, mais c'est répondre à une question de sens profond et de valeur. Et c'est exactement ce qui est demandé aujourd'hui par les consommateurs, pas seulement dans le 8e arrondissement de Paris, hein, les consommateurs partout en Europe et partout dans le monde. Alors spontanément, Xavier Alberti passe la parole à Romain, parce que Romain, de toute façon, est complètement... Vous êtes tous sur cette même longueur d'onde.
Après, Romain va même plus loin par rapport à la responsabilité de l'éducation au goût. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire, cette espèce de révolution que vous portez tous à votre manière... C'est bon, on peut y aller. Et ce que vous portez tous chacun à votre manière, c'est notamment l'éducation au goût, la culture du goût. Ça, Romain, c'est quelque chose qui porte très fort. Et vous pensez surtout aux enfants, parce que ce sont les consommateurs de demain. Et comme Xavier, vous dites, on n'a pas le choix. Oui, de toute façon, on n'a pas le choix. Et ce n'est pas une révolution, c'est une juste évolution. Une juste évolution pour que notre industrie se porte mieux, pour que l'agriculture se porte mieux, pour que, enfin voilà, tous les gens qui travaillent la terre et même les pêcheurs, les gens du milieu marin se portent mieux. Et voilà. Et donc oui, quand je parle de l'éducation du goût, alors bien sûr que l'éducation du goût part des enfants, ça part de l'enfance. Mais dans un restaurant comme le nôtre, ce n'est pas uniquement les enfants, parce que des enfants, il n'y en a pas beaucoup, c'est redonner le vrai goût des choses à nos clients. Moi, je fais découvrir des choses à nos clients qui parfois ne l'ont jamais goûté, parfois l'ont détesté, que ça soit de la blette, du chou-fleur, parce qu'on a tous des mauvais souvenirs, je sais pas, avec du chou-fleur à la cantine, juste... Donc voilà, donc on essaie de faire redécouvrir des goûts originaux à nos clients, et faire découvrir des produits qui nous entourent depuis toujours au quotidien, mais qu'on n'utilisait pas parce que c'est pas qu'on avait décidé, mais naturellement, ce sont des produits qui sont passés en arrière-plan. Donc des lentilles, des pois chiches, du riz. Pourquoi ces produits n'auraient pas leur place sur une grande table de restaurant et pourquoi utiliser que de la truffe? Bah voilà. Pour moi, ma réflexion, c'est la truffe, c'est un champignon, point barre. Et la lentille ou le pois chiche, enfin, je prends toujours ces deux exemples-là, mais c'est des produits naturels qui ont été cultivés, etc. Donc voilà, pourquoi mettre de la truffe en avant par rapport à du pois chiche? Et pour moi, donc, que ça soit une carotte, que ça soit une aubergine, etc., elle a tout autant sa place. Il faut la mettre au même niveau qu'un joli morceau de turbo ou que, je sais pas, ou que du caviar. Pour moi, tout est au même niveau. Mais c'est ce que vous faites quand vous faites pois chiche caviar. Vous mettez les deux exactement au même niveau. Oui, mais pour moi, le pois chiche est plus important que le caviar. Voilà. Et c'est ce qui m'intéresse de travailler. Et donc, pour en revenir aux enfants, là, je viens de sortir un livre qui s'appelle Naturellement libre. Et en fait, les recettes qu'il y a dans ce livre, c'est vraiment pour la maison. C'est pour pousser les gens à la maison de retravailler des produits soit qu'ils n'aimaient pas, soit qu'ils ne connaissaient plus, alors que ce sont des produits simples. La blette, il y a 50% de mon entourage, pas professionnel, hein, mais qui ne savent pas comment cuisiner la blette. Et donc, ils n'achètent pas de blette parce qu'ils ne savent pas comment la cuisiner. Et donc, si on le pousse un peu, leurs enfants ne mangeront pas de blettes et n'aiment pas les blettes parce qu'ils ne la connaissent pas. Ouais. Et nos enfants, c'est nos futurs clients, c'est nos futurs consommateurs. Donc voilà, et c'est eux qui vont faire l'avenir de notre environnement, l'avenir de nos agriculteurs, etc. Ça vient des enfants. Mais justement, il y a quand même encore beaucoup de boulot pour éduquer les enfants. Hein, mais le chemin est long, mais je pense qu'on est bien parti. En tout cas, je suis confiant et optimiste. Alors, je pense qu'on avait prévu de faire intervenir Henri et Marie tout de suite. Et en fait, je pense que c'est Julien qui va prendre la suite. Parce que Caroline a eu une conversation hier par rapport aux poissons. On rappelle Julien au Lucas Carton et puis l'engagement très fort des Relais Châteaux par rapport à notamment l'océan et nos ressources naturelles. C'est quelque chose sur laquelle vous êtes extrêmement engagé. Caroline, par rapport à la culture. Voilà, nous parler de votre démarche et notamment d'utiliser aujourd'hui des poissons moins nobles, un peu prolonger la conversation qu'on a eue hier soir qui était passionnante. D'abord, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Romain. C'est que le luxe, je pense que les produits de luxe, c'est pas forcément le prix que vous allez mettre dans les produits, mais surtout de la façon dont ils ont été faits.
et les personnes qui les ont cultivés et qui ont tout fait pour pouvoir les donner ou pouvoir les vendre aux cuisiniers et que nous, on puisse à ce moment-là vous les cuisiner. Et puis après, la pêche, c'est un peu la même chose. Alors aujourd'hui, il y a eu des précurseurs quand même, il faut le dire, dans le milieu de la pêche. Il y a eu quand même Monsieur Passeda, il y a Arnaud Donquel qui a fait beaucoup de choses au niveau de la pêche méditerranéenne. Mais c'est vrai que dans les grandes villes, c'est pas super évident de s'approvisionner. On en parle souvent même avec Romain. On s'échange des fois des numéros de téléphone sur des pêcheurs artisans. Mais le milieu de la pêche, c'est... J'essaye aujourd'hui de valoriser tout le stock de 2 pêcheurs, c'est-à-dire j'ai un pêcheur à Lorient qui s'appelle Jean-Marie, qui passe par un marailleur. Mais lui, quand je l'ai au téléphone, par exemple, je vais lui dire, bah, écoute, tu me mets 2 Saint-Pierre, on va dire une sole, enfin 2-3 sols, et après tu mets ce que tu veux. Et dans ce que je veux, bah, y a du congre, il y a de la vieille, il y a du taco, il y a du pagre, que Romain utilise aussi. Il y a plein de poissons que les consommateurs parisiens ne connaissent pas forcément. Il y a du mulet aussi, et ces poissons-là, quand ils sont cuisinés, je trouve, d'une façon très juste et très pure, on redécouvre un peu le goût du poisson dans l'état originel. Et les poissons en tant que tels, ces poissons-là, ils peuvent être mangés de différentes façons, crus, cuits, mi-cuits, grillés, et du coup, il y a énormément de saveurs et une palette de goûts qui s'ouvre un peu. En fait, ce que vous dites, ce que dit Passeda ou Donquel sur ce genre de choses, c'est qu'il n'y a plus de poissons nobles. Il y a une façon de mettre en valeur chacun des poissons, qu'il soit bleu, que ce soit un maquereau, que ce soit un mulet. Et c'est là le travail du cuisinier, c'est que chaque produit, comme disait Romain tout à l'heure, au même niveau, simplement, vous avez la bonne technique pour le mettre en valeur. C'est ça ? C'est ça. Et ça n'a pas de prix, je trouve, parce que la pêche, ça fait partie de l'artisanat français. Ça fait partie d'une de nos plus grandes forces aussi. Et cet artisanat, petit à petit, il est en train un peu de disparaître parce que y a beaucoup de subventions qui sont données sur les grosses pêcheries. Et c'est vrai qu'on oublie un peu le petit monde de la pêche. Donc je pense que pour valoriser un maximum, justement, toute la pêche d'un artisan, il faut vraiment essayer de mettre les poissons au même niveau et essayer de leur redonner un maximum leur lettre de noblesse, même si forcément les gens ne les connaissent pas. Et comment réagit la clientèle? Parce que du congre, c'est un peu compliqué. C'est plein d'arêtes. Vous le cuisinez comment? Moi, non, il n'y a plus d'arêtes. Quand ils sont passés dans les mains de ou Romain la ou de Julien, ou la il n'y a plus vieille d'arêtes. qu'on a plutôt l'habitude de voir, notamment en Bretagne, dans des soupes de poisson, par exemple. Par exemple, je vais prendre la lauze, qui est l'un de mes derniers poissons un peu chouchou. C'est un poisson qui ressemble beaucoup au hareng. Alors, c'est une plaie à désarrêter, parce qu'il y a 3 jeux d'arêtes. Mais après, ça fait partie aussi des grands classiques de la cuisine française, c'est-à-dire que la lauze au vin rouge, c'est l'une des recettes qui est écrite dans des manuscrits de cuisine. Et donc, du coup, c'est long, c'est fastidieux, mais au final, pour faire prendre conscience aux gens avec qui on travaille de l'importance de valoriser cette pêche-là, on prend un filet, on le désarrête, on le cuit de 3 façons différentes, et avec 5 personnes, on se dit mais quelle est la meilleure façon de l'adapter? Et il y a une prise de conscience vraiment aussi des gens avec qui je travaille. C'est ça. Qui disent... C'est ce que vous dites en fait tous les trois, c'est vraiment cette prise de conscience et cette éducation, cette culture que vous êtes en train de faire, ça va être long. Ça va être long, mais on est sur... c'est un chemin vertueux. On est sur la bonne voie. Alors, Caroline, ce qu'on va essayer de faire, je pense, maintenant qu'on a vu comment cette éducation au goût est portée par les chefs et par le monde des restaurateurs, avec les relais châteaux, avec les collectionneurs, on va passer par 2 acteurs qui sont très importants. On a une organisation environnementale avec Henri, c'est avec votre épouse, et puis Marie Garnier pour Métro, en tant que fournisseur. Vous avez des actions concrètes tous les deux, où vous dites, bon, il faut y aller, nous on fait notre part, comme le colibri. Et par contre, c'est pas comme le colibri. Vous avez quand même des actions qui sont un peu fortes. On va commencer peut-être par Marie. Marie, vous avez des actions en ce moment sur la terre avec les agriculteurs. Vous êtes impliquée notamment sur la mise en valeur des projets d'agriculteurs pour les aider, les accompagner dans leur travail.
Oui, alors ça fait partie d'un tout. Vous avez soulevé des questions qui sont extrêmement intéressantes. Comment finalement cuisiner 100% éco-responsable? Ça comprend beaucoup de dimensions. Il y a celle du produit, il y a celle de la façon de cuisiner, il y a celle de la façon d'équiper également son établissement. Et si vous le voulez bien, en fait, je vais revenir sur 3 points. La première, la réponse, elle est oui, c'est tout simple. Oui, on peut le faire. La deuxième, est-ce qu'aujourd'hui tout le monde peut le faire? Ben non. Et la troisième, c'est comment est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que tout le monde y arrive? Oui. La première réponse, oui, aujourd'hui on peut, puisqu'on a des solutions qui existent pour avoir une assiette 100% éco-responsable. C'est une question de choix, d'approvisionnement. Vous avez un peu plus loin là-bas un stand Mr. Goodfish, qui est une ONG qui agit pour sensibiliser sur la pêche de saison, les techniques de pêche, et qui offre en fait une façon extrêmement pédagogique de faire un choix de produits de la mer qui soit responsable. On a également, on en parlait sur les tables rondes d'avant, mais là aussi la question du local, la question du produit de saison. Et on peut finalement, entre guillemets, assez facilement, surtout dans un environnement comme ici, avec tout le haut niveau de compétences que vous avez, le faire. Parce qu'il faut savoir, vous l'évoquiez, cuisiner des légumes, cuisiner les légumineuses, etc. Et ça, c'est sans doute des changements. Et la question est comment est-ce que l'ensemble de la restauration, puisque moi, ce que j'essaie d'embarquer chez Métro France, c'est finalement l'ensemble de nos clients, parce que c'est comme ça qu'on peut avoir, au final, un impact important, puisqu'on parle derrière ça de changement climatique, de transition alimentaire, c'est comment on embarque tout le monde. Donc oui, on peut le faire avec des solutions sur l'assiette, des solutions sur l'équipement, aménager sa cuisine pour qu'elle consomme moins d'électricité, qu'elle prenne de l'électricité verte, recycler ses déchets, on parlait des biodéchets. C'est difficile, il faut avoir la volonté, mais quand on veut, on peut. Et ces solutions, elles existent souvent localement, avec en plus, c'est extrêmement intéressant, beaucoup d'entreprises issues de l'économie sociale et solidaire qui apportent des solutions. Donc ça permet de créer un écosystème local, d'être vraiment ancré à chaque fois dans son territoire. Donc on peut vraiment le faire. J'ai un exemple en tête d'un chef qui vient d'ouvrir un restaurant à Paris qui s'appelle La Table de Colette, qui s'appelle Jocelyn Marie, qui est représentant également d'une association qui s'appelle Bon pour le Climat, et qui a fait l'effort de concevoir son restaurant de A à Z pour qu'il soit complètement éco-conçu. Il compense également l'empreinte carbone, et dans l'assiette, on a cette réponse. Et je pense que cette cohérence, elle est extrêmement importante. Maintenant, est-ce que tout le monde peut le faire? Aujourd'hui, malheureusement, non. Parce qu'il y a une question, vous l'évoquiez, de formation, il y a une question de transmission, il y a une question aussi de transformation. Finalement, c'est un changement. Et je l'évoquais dans ce que je vous envoyais. Il y a aujourd'hui, on va dire, les éco-responsables natifs. Alors, quand on a créé son restaurant comme ça, de toutes pièces, dès le départ, entre guillemets, c'est plus facile. Alors, il faut avoir fait le choix, il faut avoir trouvé les bons investissements, le bon matériel, mais on peut le faire. Ce qui est difficile, c'est de transformer un établissement qui est déjà présent, mais c'est comme toute transformation, quand on part d'une situation déjà existante, c'est la fameuse courbe en U dont on parle. Il faut savoir où on veut aller et pourquoi on veut y aller. Et au cours des étapes du chemin, qui parfois va être difficile, eh bien, il faut se sentir accompagné et avoir des pionniers, comme vous ici, qui disent, si, il faut y aller, il y a des réponses, pouvoir partager des bonnes pratiques. Et ça, c'est extrêmement important de créer une communauté pour vraiment embarquer le plus grand nombre. Alors, oui. Et puis ensuite, il y a le comment, et je reviendrai au comment. Alors, peut-être juste un petit mot sur nous, ce que l'on fait avec mon restaurant Passo Durable, c'est partager des bonnes pratiques. Moi, je ne suis pas professionnelle, mais l'idée, c'est de mettre en relation des chefs, des professionnels, des restaurateurs qui ont fait le premier pas, et que chacun dise pourquoi ils l'ont fait, comment ils l'ont fait, pourquoi ils ont choisi celui-là plutôt qu'un autre, et derrière cela de pouvoir offrir vraiment des possibilités un peu comme à la carte, comme dans un restaurant, que chacun choisisse le premier pas qui lui va bien. Est-ce que c'est l'assiette? Est-ce que c'est l'énergie? Est-ce que c'est l'eau? En fait, il y a une multitude d'actions. L'enjeu, il est le premier pas pour se mettre en mouvement, et nous, c'est vraiment ce que l'on veut vraiment embarquer avec le plus grand nombre, parce qu'encore une fois, l'enjeu, il est à travers le nombre pour avoir un impact important, puisque au bout du bout, ce qu'on attend de nous tous, et ce qu'on a besoin de faire, c'est d'engager cette transition. Alors, il y a 2 points sur lesquels on reviendra tout de suite après. Premièrement, vous parlez des bonnes pratiques. Et on parlera avec Xavier Alberti notamment de l'échange qu'il y a entre chefs. Et je pense notamment à Vivien Durand qui a à Bordeaux, à Lormont, au Prince de Lormont, une démarche justement sur le 100% éco-responsable, jusque dans la cuisine, avec des caisses qui sont fournies à ses fournisseurs. On en parlera avec Xavier. Et sur le deuxième point aussi, par rapport à quels sont les restaurants qui se lancent,
juste après cette première table ronde, on fera la deuxième partie avec Mauro Colagreco et Luca Mattioli, puisque Mauro a dit directement à Luca, demain, plus de plastique dans la cuisine. Luca va nous expliquer juste après cette table ronde comment il s'est démerdé, ce qui n'est pas simple. Henri, on va parler de Landestini. Henri Land et Fanny Agostini, c'est une association qui dure et qui marche. Pour un engagement environnemental qui est assez fort, on peut dire en quelques mots comment vous vous engagez au quotidien? Oui, alors on a créé avec Fanny Agostini, qui est ancienne présentatrice de Thalassa et aujourd'hui chroniqueuse sur Europe 1, beaucoup sur l'alimentation et l'agriculture. Oui. Et la biodiversité, on a créé une organisation qui œuvre pour reconnecter les humains à la terre et la nature à travers l'alimentation. On s'est dit le point d'entrée, c'est l'alimentation, c'est l'assiette. Comment est-ce qu'on se reconnecte à la nature dans notre quotidien? On a voulu développer 3 programmes. Un programme sur l'éducation, c'est celui que je vais le plus développer. Un programme sur l'évolution des comportements, notamment à travers le sport. On a travaille beaucoup avec les sportifs. Et à travers l'entrepreneuriat, et on souhaite accompagner, c'est un programme qu'on lance début 2020, on va accompagner des entrepreneurs dans le domaine de l'alimentation durable et de la préservation de la biodiversité. Le programme éducation s'appelle Champion de l'alimentation durable et de la biodiversité. Et on travaille avec des écoles, les professeurs, les élèves, les collectivités, les chefs qui sont autour, sur un programme vraiment d'une approche globale sur comment est-ce que ces élèves peuvent se reconnecter au système alimentaire, comprendre qui sont les producteurs sur leur territoire, comprendre où est-ce que je peux aller consommer de manière durable. Et on a une liste de 10 critères pour déterminer ce qui est une alimentation saine et durable. Et ce que nous faisons en plus, c'est qu'on connecte ces élèves autant dans la salle de classe qu'en dehors. Ils doivent mettre les mains dans la terre en travaillant dans un potager. On va faire des ateliers cuisine justement avec les chefs qui soutiennent le programme, notamment Régis et Jacques Marcon en Haute-Loire et avec Serge Vieira dans le Cantal. C'est 2 chefs par exemple qui nous soutiennent. On les met aussi en lien avec des élèves à l'étranger et on les fait échanger sur les questions d'alimentation durable. Et ils découvrent d'autres cultures alimentaires pour aussi travailler sur la pratique de la langue étrangère déjà, mais aussi réaliser que notre système alimentaire, bien que nous prônions une relocalisation de ce système très forte, on souhaite que le local soit de plus en plus dans tous les repas et toute la vie de ces jeunes-là vraiment le mot d'ordre. C'est très difficile pour eux et quand ils comprennent aussi qu'il y a des produits qui sont consommés aussi par des élèves, par exemple dans le Bronx et Brooklyn à New York, d'où je viens, avec qui on a mis en lien des élèves auvergnats. Ils réalisent en fait on a un système alimentaire qui est mondial, c'est intéressant, mais peut-être qu'on pourrait commencer à déconstruire ou reconstruire des choses d'une différente façon. Et donc ce programme-là, on l'a lancé cette année et on travaille aujourd'hui avec 8 écoles et 8 collectivités. Et là, dans les 3 semaines qui viennent, on signe 3 nouveaux partenariats pour cela. Et ça commence à vraiment décoller. Notre objectif dans le concret, c'est que par exemple, dans 5 ans, il y ait un potager dans toutes les écoles de France. Parce que c'est un outil extrêmement puissant d'un point de vue pédagogique. Pour rebondir sur ce point-là et faire le lien avec ce que vous disiez, je suis fortement en accord avec ce que vous disiez sur cet aspect de naturalité. On parle plus d'ailleurs de produits naturels que de produits bio aujourd'hui, et de l'implication humaine dans votre travail et artisanal, ça c'est très important pour nous. Il y a un exemple que je trouve très intéressant dans la cuisine responsable qui vient de notre collaboration avec Régis et Jacques Marcon. Ils ont installé un potager à côté de leur restaurant. Oui. Tous les ans maintenant, c'est les cuisiniers qui doivent aller avec Jacques cueillir les pommes de terre, faire des semis, désherber à la main, etc. Et il a dit que le changement dans la lutte contre le gaspillage au sein de la cuisine a été jour et nuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul cuisinier qui n'est pas là à regarder qu'il y ait aucun gaspillage des produits au sein de la cuisine. Et c'est juste un miroir de ce qu'on essaye de faire avec les jeunes, en lesquels on croit. Et donc, c'est une évolution que nous apprécions tout particulièrement. C'est que les chefs qui s'engagent avec nous étaient déjà très engagés par ailleurs. Mais en plus, on voit que l'éducation se fait à tous les niveaux. Vous vous déplacez, parce que vous parlez de Marcon, de Vieira. On se déplace beaucoup, oui. Romain, peut-être qu'il aimerait bien aussi venir sur place ou que vous alliez chez lui. Oui. Ce qui va peut-être pas évident. Il y a un potager au Plaza? Oui ou non? Voilà. On travaille, on a une priorité géographique de l'Auvergne parce que nous-mêmes, nous nous sommes installés sur une ferme qu'on transforme en ferme pédagogique et qu'on ouvre au premier trimestre 2020, ou au printemps plutôt. Et donc on travaille dans la Haute-Loire, le Cantal, le Puy-de-Dôme, bientôt dans l'Allier, mais on fait un lien avec l'international et on travaille aussi avec des écoles, autant en Île-de-France et que dans le nord de la France. On est très pragmatique. Quand il y a des profs qui sont motivés, quand il y a des restaurateurs qui sont motivés, des élèves qui sont motivés, on ne dit jamais non. Donc pour l'instant, c'est une question de juste croissance qui doit être durable
et on assure cette qualité du programme qu'on fournit aux écoles et nos interventions sont souvent c'est nous-mêmes qui allons dans les écoles pour presque une dizaine d'interventions dans chaque établissement parce que nous estimons qu'il faut un accompagnement très régulier de ces jeunes. C'est très difficile de changer ces comportements alimentaires. J'ai eu des échanges avec des restaurateurs autour d'Aurillac qui m'ont dit, et ça j'étais scotché, on parle de la qualité de la viande qui est produite dans le Cantal et du Puy-de-Dôme, de la vache salaire par exemple. Quand j'ai demandé à quelques restaurateurs, est-ce que vous avez que de la viande locale ici, ils me disent non. Et ça, alors déjà ils ont progressé dans la grande distribution, maintenant c'est quasiment 90% de Français et c'est parce que les agriculteurs sont montés au créneau. Mais dans la restauration, je me dis, la marge de manœuvre est incroyable. Il dit oui, mais c'est difficile pour nous parfois, et là je parle sous contrôle des professionnels, ils disaient quand il y a une capacité à juste avoir du jour au lendemain beaucoup plus de quantité d'un fournisseur allemand qui produit un petit peu plus en échelle et qui me dit voilà, je vous fournis ça en surgelé, ils arrivent un peu plus facilement parfois à s'organiser. Et donc je pense que le consommateur par contre ne voudrait pas ça. S'il y avait cette communication et cette pédagogie, à mon avis il serait prêt à soutenir les restaurateurs dans cette transition vers le local, vers quelque chose qui en plus est emblématique de la région. Donc ça c'est un questionnement que nous avons en ce moment parce qu'il faut absolument créer ce lien entre le consommateur, les jeunes et les restaurateurs pour qu'il n'y ait pas d'absurdité comme cela. Et je dis rien, et c'est rien contre la viande allemande forcément et la production là-bas. Et en dehors des jeunes, vous avez d'autres programmes de sensibilisation, de formation ? Absolument, donc j'ai mentionné ce programme d'évolution des comportements. Alors là, on s'est dit, quel public est-ce qu'on peut toucher pour essayer d'avoir un effet d'emballement ? Et on s'est dit, on va travailler avec les sportifs. On va travailler avec les sportifs parce que quand ils se nourrissent bien, ils peuvent bien performer. Sans bien se nourrir, ils ne vont pas réussir à avoir une bonne performance et en plus c'est quelque chose sur laquelle ils peuvent s'engager un peu plus facilement que la mobilité. Dire à un tennisman ou quelqu'un qui joue au basket qui prend l'avion 2 ou 3 fois presque par semaine est-ce que vous ne pouvez pas faire un effort sur l'avion, c'est compliqué pour eux. Quand on leur parle du textile et qu'ils ont des sponsors qui leur donnent une nouvelle paire de baskets ou des nouvelles chemises, etc., c'est pas qu'il ne faut pas faire un effort là-dessus, mais ils arrivent beaucoup plus à s'engager sur l'alimentation d'un point de vue esprit. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est de proposer une gamme d'actions autant dans leur quotidien et dans leur propre consommation qu'en soutenant notre programme sur l'éducation des jeunes, en prêtant aussi leur image, en s'engageant sur des journées. Et je fais une petite page de pub. La semaine prochaine, au tennis club de Boulogne-Billancourt, nous organisons un événement qui s'appelle Un set pour la planète, où des joueurs de tennis professionnels à la retraite, tels que Paul-Henri Mathieu et Arnaud Clément, vont jouer avec les invités. Ils vont faire un match d'exhibition, justement pour sensibiliser à la bonne alimentation et à soutenir notre programme. Donc si vous souhaitez venir à cet événement, on va passer une excellente soirée et on a encore plein de places. Donc si vous êtes un fan de tennis en plus et vous voulez jouer avec eux, je vous encourage de venir. Bon. Alors, sur le tennis, ok, moi je prends, voilà. C'est un peu hors sujet, vous l'avez lancé dessus. Non, c'est pas du tout hors sujet. En plus, on a bien entendu que cette fois-là, vous serez à Boulogne, alors que d'habitude, c'est l'Auvergne en 1. C'est bon, on a bien compris. Mais petit à petit, on va vous faire aller sur France Entière parce que justement, ça rebondit très bien sur les envies des chefs qui sont là aujourd'hui, sur cette culture du goût à long terme. Je voudrais, Xavier, qu'on aborde justement ce côté bonne pratique que Marie Garnier a commencé à aborder. On a parlé de l'éducation du goût et petit à petit, ça allait être long. On a parlé avec Julien Dumas, notamment des poissons et du fait que chaque produit était au même niveau. Et voilà. Maintenant, je voudrais qu'on rentre dans la cuisine, sur le côté matériel. Marie Garnier parlait justement du matériel, du plastique, etc. dans la cuisine. Est-ce qu'on peut parler des bonnes pratiques d'échange entre chefs ? Comment ça se passe au collectionneur quand il y a un chef comme Vivien Durand qui prend les affaires en main ? En fait, on part d'un principe qui est qu'on ne peut pas imposer, eu égard à la complexité des situations et des problématiques, une charte en disant tout le monde va se mettre au diapason de ce que sont les bonnes pratiques aujourd'hui en termes de cuisine éco-responsable. L'idée, c'est de faire l'inverse. C'est le choix des collectionneurs. Hein. C'est un modèle communautaire. C'est d'agir plutôt bottom-up, comme on dit en anglais, c'est-à-dire en faisant remonter les bonnes pratiques vers le haut et en faisant en sorte qu'elles puissent ensuite se diffuser au plus grand nombre. Donc effectivement, tous les chefs ne sont pas au même niveau en termes de pratiques éco-responsables. Et on essaye de faire remonter ceux qui ont les meilleures pratiques. On parle de Vivien Durand qui a eu un certain nombre d'actions dans sa cuisine, comme le fait d'éliminer le polystyrène, par exemple, toutes les caisses en polystyrène. Ça peut paraître bête, sauf que c'est une idée
d'une efficacité redoutable quand elle est bien appliquée. C'est-à-dire qu'il faut repenser ses circuits logistiques, il faut repenser son stockage à l'intérieur de l'office, il faut repenser la gestion de ses déchets. Et donc, il faut mettre en place des bonnes pratiques. Et on se rend compte que finalement, le sujet, c'est jamais le fait d'avoir des bonnes idées. Des bonnes idées, il y en a énormément. Le sujet, c'est d'avoir des bonnes exécutions. Et pour avoir les bonnes exécutions, il faut que on fasse remonter les exécutions justement qui sont mises en place par les chefs et qu'à travers un programme d'échange, chez nous ça s'appelle Planète C, on puisse permettre qu'elles percolent et qu'elles passent d'un établissement à l'autre de manière à ce que chacun se les approprie ou pas. Encore une fois, il faut garder en tête le fait que chacun n'a pas les mêmes problématiques, chacun n'a pas les mêmes possibilités non plus. C'est pas la même chose d'avoir un restaurant dans le 8e arrondissement de Paris ou en Bourgogne ou à Rouen, où je vois quelques chefs là, ou à Marseille. Donc il faut laisser à chaque chef la possibilité de s'emparer des bonnes idées et de les mettre en pratique en s'appuyant sur ce qui a été fait par ailleurs. Plus on est capable d'avoir de la transversalité, plus on est capable de diffuser les bonnes pratiques des uns et des autres, plus elles se diffusent, plus elles sont adaptées, plus on arrive à en faire quelque chose de mieux. Je voudrais, sur le sujet de la diffusion également, revenir sur un des sujets qui a été abordé par les deux chefs qui sont à cette table ronde. Eux font des choix qui sont des choix raisonnés, qui s'appuient sur leur connaissance des produits, leur connaissance intime du produit. Ce n'est pas juste la connaissance gustative, c'est la connaissance organoleptique, protéinique, etc. Il y a un vrai sujet aussi dans la diffusion des bonnes pratiques ou de ces choix-là, dans le service à table. Dans la capacité qu'on a à travers un service aujourd'hui de transmettre pourquoi on a choisi de servir un poisson bleu, enfin donc du maquereau par exemple, voilà. Plutôt qu'un poisson dit plus noble. L'argumentation de la salle pour accompagner ces choix-là. C'est majeur, parce que ce qui est le plus important, c'est expliquer au client pourquoi est-ce qu'il a du hareng. Parce que c'est un poisson bleu, parce qu'il n'y a pas de problème de réserve halieutique, parce que c'est un poisson qui, par son positionnement dans la chaîne alimentaire, a très peu de résidus néfastes et a beaucoup d'oméga 3. Donc il est sain, il est durable, enfin il a toutes les qualités qui permettent de le servir intelligemment. Et en plus, il est bon parce qu'il a été cuisiné par des gens qui ont une expertise et qui savent sublimer ce genre de produit. C'est la même chose quand on pousse les légumineuses aujourd'hui dans un certain nombre de restaurants et qu'on met de plus en plus en avant la lentille ou le pois chiche. Ça ne paraît pas un choix d'un point de vue gustatif ou même d'un point de vue esthétique, naturel. Quand on l'explique, quand évidemment on arrive à avoir des produits comme ceux qui sont présentés dans les restaurants dont on parle aujourd'hui, mais qu'on donne du sens, c'est-à-dire qu'on explique pourquoi est-ce que c'est intéressant de pousser les légumineuses dans les années qui viennent, d'un point de vue protéinique, d'un point de vue protection de l'environnement et d'un point de vue santé, parce que c'est excellent, ben on arrive à la quadrature du cercle, c'est-à-dire on arrive à apporter un message qui fait que quand le client sort du restaurant, il n'a pas juste mangé, il a appris, il a compris, il s'est approprié un certain nombre de bonnes pratiques qu'il va lui-même, à un moment donné, reproduire dans l'alimentation. Il ne faut pas oublier que la gastronomie, c'est finalement que la part émergée, comme dirait Alain Ducasse, de l'alimentation. Elle a un rôle qui est un rôle didactique, qui est un rôle pédagogique, qui est un rôle pionnier dans la capacité qu'on a à aller chercher des produits que personne n'irait chercher, à les transformer, mais aussi, à un moment donné, à être capable par le service. Et donc, si Denis Courtiade était là, il serait d'accord avec moi. Il dirait c'est très important. Le service, c'est pas la servitude. Le service, c'est donner du sens à l'assiette. Je pense que Julien pourrait rebondir sur ça. C'est comment, sur les poissons notamment, où on avait beaucoup parlé avec Caroline de poissons nobles et poissons moins nobles. Et d'autant que vous n'avez pas répondu tout à l'heure à ma question. Donc, je rebondis là-dessus. Comment réagit la clientèle? Comment faire de la pédagogie? Quand on lui présente un poisson qu'il n'a pas l'habitude de voir. Qu'il n'a pas l'habitude de voir dans les restaurants peut-être de cette qualité. Je trouve que la question maintenant elle est bien. Ouais, maintenant elle est juste ce qu'il faut. Non. Ben, alors Lucas Carton, c'est pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un vieux restaurant, c'est l'un des plus vieux restaurants de Paris et c'est vrai qu'il est passé des très très grands chefs dans le restaurant Lucas Carton et c'est vrai que beaucoup de recettes ont marqué, Monsieur Sandrin, ça fait beaucoup de choses pour la cuisine. Il a fait évoluer la Cormet vin. Il a eu des plats très marqués, très signés. Et du coup, il y a des gens qui venaient, quand je suis arrivé, il y a des gens qui venaient pour manger ces plats un peu emblématiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on gomme tout, c'est un peu des fois dangereux. Mais les gens,
au début, ils ne comprenaient pas. Ils voulaient quand même leur langoustine, ils voulaient quand même leur homard du Canada, ils voulaient quand même leur canard à Pissus. Et du coup, là, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi ou 2 ans. J'ai vu aussi le changement de population, c'est-à-dire qu'avant, c'était une clientèle qui était entre 50 et 70, on va dire. Et là, je vois de plus en plus de trentenaires arriver dans le restaurant. Et c'est des gens qui comprennent mieux nos démarches. Par contre, là où je rejoins absolument monsieur, c'est que le service en salle est primordial. C'est-à-dire que ce sont ces personnes-là qui vont faire vivre nos convictions, qui vont faire comprendre aux gens comment est-ce qu'il faut le faire, pourquoi est-ce qu'il faut le faire, et dans quel but, nous les restaurateurs, on le fait. C'est-à-dire que c'est pas que la cuisine qui va faire changer toutes nos méthodes alimentaires. C'est vraiment un global. C'est à la fois le service, à la fois la sommellerie, à la fois tous les gens impliqués dans un restaurant pour faire avancer le moteur. C'est vraiment très important. La grosse différence entre Julien et Romain, c'est que, en effet, le Lucas Carton avait une clientèle de gens qui aimaient une institution. Et donc, petit à petit, il fait changer cette appréciation de la clientèle. Il l'a fait évoluer en même temps qu'il arrive avec sa jeunesse. Chez Romain, le Plaza Athénée, c'est l'internaturalité depuis... C'est pionnier sur ce point-là. Comment est-ce qu'en effet, c'est accompagné en salle par l'équipe de Denis? Il est vrai que si Denis n'était pas Denis, on va dire, cela aurait été plus difficile de faire comprendre à nos clients la démarche que l'on était en train de faire. Ça s'accompagne. Oui, il faut accompagner le client. Hein. Il faut, comme dirait Denis, il faut le séduire un à un. Il faut vraiment passer du temps. Alors, quelquefois, c'est un bras de fer. Hein. Il faut... vous savez, quand vous avez un restaurant qui est depuis l'année 2000 qui est 3 étoiles, qui a toujours fait une cuisine bourgeoise, contemporaine, avec je sais pas, des poulards, du foie gras, etc. Et que du jour au lendemain, déjà on enlève les nappes, on sert des graines, enfin, c'est ce qu'on entendait au début. Hein. Oui, on n'en est plus là. Non, on n'en est plus là, on en sert toujours, mais en tout cas, c'est pas interprété comme tel. Alors c'est vrai que là, le rôle des hommes de salle était primordial. Et donc, il a fallu faire comprendre notre démarche en premier aux hommes de salle pour qu'eux s'approprient la démarche et puissent la transmettre avec leurs propres mots. Et c'est vraiment un... Après, on peut dire on arrête de servir de la viande, etc., etc. Et ça fait toujours bien. Mais non, il faut vraiment que ça vienne du fond. C'est vraiment une démarche profonde, quoi. C'est une démarche profonde, sincère. Et donc tout ça, il faut le retranscrire. Bon, déjà dans l'assiette et ensuite par le service. Et il faut que mon directeur de salle, par exemple, comme Denis, maintenant, il a cette même réflexion, il a ce même souci du bien manger et il est conscient au jour d'aujourd'hui qu'une sardine, ça peut être aussi bon, voire meilleur qu'un turbo. Donc ce qui est dur pour lui, maintenant le message est passé, mais ce qui était dur pour lui, c'est de faire comprendre à nos clients, c'est une certaine clientèle, parce que le ticket moyen est quand même très très élevé. Donc c'était pas évident pour lui de faire comprendre qu'une sardine conservée avec une arête de frites, eh ben ça avait tout autant sa place sur cette table de palace qu'un gros pavé de turbo. Donc c'est vrai, il a fallu du temps pour changer la réflexion des gens, pour changer mais au jour d'aujourd'hui, ils viennent pour une expérience. Et il y a l'expérience du bien manger, mais il y a l'expérience du service. Et tout ça, ça fait une expérience globale du restaurant où on arrive à faire passer beaucoup, beaucoup de messages. Et voilà. Et tout ça, au bout du bout, c'est vraiment des problèmes de conscience. Il faut vraiment... Et tout ça, enfin moi je le transpire, j'allais dire. C'est vraiment au fond de moi. Cette cuisine, au jour d'aujourd'hui, vient vraiment du fond de ce que je ressens. Je ne veux pas dire que je suis un chef engagé, mais je fais attention. Je suis pas un militant. Je suis pas un militant, mais en tout cas, je fais attention et j'essaye de mettre toutes les personnes, tous les acteurs qui font que le travail que l'on fait aujourd'hui est bien reconnu. Enfin, ça va du producteur à mes cuisiniers, parce que on parle de nos clients, etc. Mais il y a aussi, nous, on a des brigades derrière nous, et
Et c'est de la transmission. Et tous les cuisiniers qui passent dans ma cuisine, je sais que ça va être les chefs de demain. Et il faut qu'ils aient cette prise de conscience. Il faut qu'eux l'aient en eux déjà. Moi, aujourd'hui, quand je vois qu'un de mes cuisiniers me dit « Mais chef, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, avec une épluchure de carotte ou je sais pas quoi ?» Je me dis « Ça y est, il a l'étincelle. Il a l'étincelle et c'est un bon début. » La graine a été plantée, elle commence à germer. Et donc, tous les chefs enfin moi, la moyenne d'âge, c'est 23 ans. De ma brigade, donc tous ces futurs chefs commencent à être sensibilisés au gaspillage, etc., etc. Henri, vous souhaitiez réagir? Oui, très rapidement, c'était très intéressant ce que vous avez dit tous les trois, enfin tous les quatre. Je rebondis sur ce que vous avez dit sur le pois chiche, aussi sur les champignons versus la truffe, vice-versa, et le fait qu'on attribue beaucoup d'importance à quelque chose. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'habitudes qui a été attribuées dans le luxe aussi, mais aussi c'est les jeunes qui doivent manger au quotidien et qui n'ont pas grand-chose autour d'eux. Et c'est la réalité des jeunes avec qui on travaille. Ils n'ont pas énormément... C'est parfois une question de prix, certes, et c'est une question financière, mais pas seulement. C'est souvent juste d'avoir connaître ce qu'ils peuvent manger dans toute sa variété, et aussi un accès géographique. Souvent, ils se retrouvent dans des endroits où, s'ils veulent manger, le midi ou même le soir pour faire les courses, et le temps aussi parfois pour les familles qui sont en situation de précarité n'est pas vraiment ample, ce temps-là pour faire la cuisine. Mais c'est soit la station-service rattachée à la station d'essence, enfin pardon, c'est soit l'épicerie attachée à la station d'essence, soit c'est le fast-food. C'est beaucoup le cas d'ailleurs aux États-Unis. On met beaucoup en lien des jeunes de quartier à Brooklyn et le Bronx avec des jeunes à Clermont-Ferrand par exemple et en Auvergne qui sont dans des situations de difficulté financière autant que scolaire. Et la réalité, c'est que quand on leur a présenté l'idée de manger plus de protéines végétales, déjà, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire, les protéines végétales. Et donc, redécouvrir les protéines végétales, et pas juste les lentilles, c'est quelque chose qui est un vrai effort pour nous. Et nous, on ne dit jamais, par contre, qu'on est végétarien, parce qu'on adore aussi cet équilibre entre les protéines, cette interaction entre les animaux et les plantes qui permet d'avoir de la nourriture de manière soutenable. Et donc, bien que nous ayons réduit drastiquement notre consommation de viande et que nous nous intéressons beaucoup plus à d'où vient cette viande, à comment elle a été élevée, eh bien, nous parlons de ces protéines végétales, que ce soit les pois chiches, les légumineuses, et l'intérêt de redécouvrir cela. Et que tant qu'ils ne savent pas qu'il y a beaucoup plus d'options, eh ben, ils ne vont pas les consommer. Et d'ailleurs, quand on a parlé des pois chiches et d'autres protéines végétales, ils ont dit ah, « mais c'est pas bon ». Ils disent « Vous avez déjà goûté ?» Ils disent « Non ». Ils disent « Mais c'est pas bon, pourquoi ?»« Ah bah parce que moi je préfère… » Ils ne connaissent pas en fait. Et ça, c'est un gros blocage. Et c'est une redécouverte. On a apporté plusieurs légumes dans la salle de classe. Déjà, ils ont halluciné quand on a apporté une courgette qui est d'une très grande taille. Ils disaient, mais les courgettes, c'est pas aussi grand que ça, déjà. Ensuite, on leur a parlé de topinambour. Alors là, je vous laisse même pas deviner le nombre de personnes qui savaient ce que c'était. Donc là, il y a quelque chose de vraiment incroyable à refaire en ce qui concerne la découverte des différents produits, les différents poissons, leur expliquer qu'il y a une chaîne alimentaire, que le fait de manger tout le temps en haut de la chaîne, parce que c'est ce qui est le plus en plus… ce qui est le plus fourni dans le magasin, ça n'a aucun sens. C'est quand on leur parle de l'aigle fin, quand on leur parle justement des sardines et des petits poissons en bas de la chaîne alimentaire et qu'ils peuvent, eux, contribuer à une chaîne alimentaire soutenable en consommant, en fait, ça leur plaît beaucoup, surtout quand on parle de l'animal d'ailleurs. Donc c'est quelque chose de très important ce que vous avez dit, et je rebondis sur une idée. Je me demandais si ça existait une formation à destination des serveurs, parce qu'effectivement le travail du chef il est extrêmement important, vous avez beaucoup à faire, c'est pas non plus que à vous de former les serveurs qui arrivent chez vous. Je me demande si ça c'est quelque chose à lancer, c'est une sorte de formation à destination des serveurs, et peut-être que Marie vous allez me dire que ça existe dans mon restaurant Passe au durable, mais en tout cas ça c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé quand vous interveniez. Allez-y, Marie. Je vais rebondir en disant que c'est vraiment un signe extrêmement fort, la table ronde que vous avez organisée aujourd'hui et les témoignages qui ont été donnés, parce que vous êtes des modèles, vous êtes au firmament, tout le monde vous regarde, et dans cette ambition de transformer globalement, on va dire, la restauration, les habitudes alimentaires, même des consommateurs, eh bien, c'est important d'avoir des rôles modèles, des pionniers, et donc ça c'est vraiment quelque chose que je voulais souligner aujourd'hui. Je trouve que il y a également aussi
ce rôle de pionnier, il est important par rapport à vos pairs, et puis il est aussi important par rapport au grand public, c'est ce que tu évoquais. Et nous, avec le Fonds Métro pour un monde bien dans son assiette, c'est vrai qu'on soutient beaucoup d'associations aussi dans lesquelles des chefs viennent dans les écoles, viennent dans les foyers, réapprendre l'équilibre alimentaire et apprendre effectivement à bien se nourrir, parce que le point de départ, il est là, et on parle beaucoup de végétal, de protéines, de légumineuses, mais moi, j'y connais rien en cuisine. Hein. Cuisine des légumineuses, honnêtement, je sais pas faire. Il y a quelques mois, ma fille m'a dit « je veux devenir végétarienne ». Je lui dis « t'es gentille, mais c'est une transformation que je dis aux autres de faire, et quand il faut la faire soi-même, on se dit oh là, c'est compliqué parce qu'il va falloir que je cuisine plus longtemps, que je m'y prenne la veille, et puis moi je connais pas ces techniques. Donc c'est vraiment une transformation importante, et globalement je pense que le milieu en fait des chefs, les professionnels, eh ben, vous pouvez jouer ce rôle-là, y compris jusqu'au consommateur final, parce que l'enjeu il est cette transformation globale, et je voulais vraiment le souligner. Je profite parce que j'ai le micro pour souligner également un autre sujet, c'est le sujet de la visibilité. C'est comment finalement vous récompensez. Alors vous n'avez pas d'autres récompenses, parce que vous avez déjà beaucoup d'étoiles, mais comment récompenser tous ceux qui se lancent dans ces premiers pas. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment un label qui permet de récompenser, de valoriser, d'identifier des restaurants qui, dans leur région, dans leur quartier, ont fait un premier pas. Et je pense que c'est extrêmement important. On est à l'heure du digital, d'avoir des plateformes qui permettent d'encourager, de féliciter et de donner envie de continuer à ceux qui ont fait ce premier pas. Donc c'était un point que je voulais signaler. Moi, je voudrais, Marie, qu'on rentre dans la cuisine avant. Justement, ça sera notre passage sur la... Il y a peut-être des questions aussi, il faudra... Voilà. Alors, juste une dernière question. Je voudrais... Marie a parlé tout à l'heure de l'éco-responsabilité dans la cuisine. On a parlé avec Xavier aussi des exemples très concrets. On arrête le polystyrène. C'est un passage aussi sur les questions du public et de ce qu'on va parler avec Mauro Colagreco sur le zéro plastique juste après. Est-ce que Julien et Romain, vous pouvez nous dire concrètement, par exemple, le plastique dans la cuisine, comment ça se passe pour vous ? Le plastique dans la cuisine, moi j'essaye de diminuer un maximum, c'est-à-dire arrêter un maximum les sous-vides. C'est-à-dire qu'on a des sous-vides de conservation, ça on essaye d'arrêter. Le plastique, c'est pas évident parce que maintenant, quand on prend du recul, ça a envahi notre univers en fait. Et oui. Et donc, c'est très bien les pailles, c'est tout ça, mais ça a vraiment, et même dans dans l'hygiène en règle générale d'une cuisine, vous avez du plastique de partout, des films alimentaires, tout ça. Oui. Donc on essaye de gommer ça, mais le film alimentaire, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Les barquettes réutilisables, ça oui, on en prend soin, mais sinon plus de sous-vide. Plus de bouteilles en plastique d'huile, et voilà, déjà c'est déjà pas mal. Romain, surtout, en fait, c'est beaucoup du plastique jetable dont on parle. Hein. Oui. Moi, j'utilise un maximum de verre, enfin, j'utilise beaucoup de bocaux, beaucoup de choses comme ça. Après, c'est vrai que le gros problème, c'est le film alimentaire. Pour nous, dans la restauration, c'est ça le... Oui, parce qu'en plus, vous avez des normes d'hygiène qui vous demandent de filmer. Oui, c'est ça, mais... Et ce qui est positif, c'est que nos distributeurs, producteurs, etc., font très attention à la manière dans laquelle ils envoient leurs produits. Emmanuel, mon producteur de lentilles, il envoie tout dans du papier. Il n'y a pas de... Donc nos producteurs, de toute façon, on sait avec qui on travaille. Hein. Les gens avec qui on travaille ont la même philosophie et les mêmes modes de pensée que nous. Vous en parlez ensemble. Oui, ça fait partie des échanges, ça fait partie de l'approche et de cette complicité qu'on doit avoir entre producteurs, maraîchers, pêcheurs, etc. et chefs. Donc c'est vrai que tout le monde a la même philosophie et la même envie, en tout cas, d'évoluer là-dessus. Donc c'est vrai que tous nos fournisseurs n'ont plus de plastique, Alors oui, le gros problème en cuisine, pour moi, c'est le film alimentaire. Il va falloir inventer une solution, si je comprends bien. Non, mais il en existe, mais à appliquer sur un modèle d'environnement professionnel, c'est pas évident. Question ? Donc on aura vu les rôles modèles, la sensibilisation, l'éducation. Peut-être vous avez des questions dans la salle. On a un micro. Voilà. Chef. Oui, bonjour. C'est pas une question, c'est seulement les discours que vous avez faits, là, c'est sympa. C'est juste pour raconter en 2 minutes notre expérience. Alors moi, je suis à l'étranger, hein. Je suis en Italie, sur le lac de Lugano.
Et nous, ça fait 2 ans, avec mon bras droit en cuisine, bon, c'est une maison très antique, et ben on a créé un potager sur le balcon. L'année prochaine, on va faire dans le pays, c'est un petit village, un potager. On va organiser aussi des visites avec les clients, des apéritifs, des choses comme ça. Et ce qu'a dit, je ne sais plus tout à l'heure, quelqu'un, cet été, sur la carte, on avait la salade estive d'été. On avait 14 types de salades. Alors, avant chaque service, les gars, ils vont sur le balcon, prendre leurs petites herbes, font la mise en place. Et quand il y a la commande d'une salade ou deux d'été, à la commande, il y en a un qui va sur le balcon cueillir directement les salades. Et sur les enfants, vite fait, là, c'est très important, c'est sur l'histoire du goût des enfants. Et j'ai réussi à combiner avec l'hôtel du pays il y a 1 an et demi. C'était encore une chaîne qui s'appelle Mélia, mais c'est plus Mélia. On a organisé le Young Chef Junior avec une école élémentaire, 117 enfants. On a fait les présentations en 2 matinées pour leur expliquer l'histoire de ce village qui est très antique. Avec une nutritionniste, le mode de manger, par exemple le 4 heures, par exemple. Et puis, je suis intervenu moi. Il y a une petite plaisanterie sur ça. J'étais derrière la porte, j'attendais pour rentrer. Et la personne qui organisait ça disait, alors maintenant il y a un grand chef, restaurant étoilé Michelin, qui va arriver, il faut lui faire l'honneur. Et quand je suis rentré, alors tout le monde, le chef, tout le monde applaudissait, que tout le monde me demandait des autographes après. Et on a fait des menus ensemble, et pendant 5 matinées, à tour de rôle, on a fait 2 plats. Il était fait des livres. Au mois de février, on a inauguré à l'école élémentaire le potager avec des jardiniers et ils devaient s'en occuper. Et on a fini au mois de mai avec la remise des diplômes. Sympa, voilà. Voilà un bon témoignage. On parlait d'échanges de pratiques et notamment avec Henri de tout l'accompagnement des enfants. On avait Régis Marcon qui voulait poser une question. C'est peut-être pas une question, c'est plus une réponse. Vous posiez la question tout à l'heure au niveau des métiers du service. Comment amener dans la formation, voire à l'intérieur de l'entreprise. D'abord, merci pour tous vos messages. Excusez-moi, j'aurais dû penser à ça d'abord. Vous avez un établissement, c'est sur Poitiers, qui fait partie d'un campus des métiers. Il y en a de plus en plus en France, justement, pour regrouper à la fois les compétences. Et à Poitiers, vous avez une section études en ce moment sur les métiers du service associés avec le monde agricole. Ils sont actuellement en train de faire une formation associée avec Châtellerault, l'école de théâtre, et avec 4 lycées agricoles. Ça consiste à quoi? En fait, ces futurs serveurs sont à même d'aller dans les champs, comprendre un petit peu ce qu'est l'agriculture, avec avec le côté bio aussi, puisqu'il y en a 4 qui sont certifiés bio, et ça leur permet directement auprès de la clientèle, à la fois dans le restaurant de l'école, de commenter un peu plus les plats. Et ça en association avec les écoles. Donc ça existe, ça va exister. Oui. Et je rebondis un peu là-dessus parce que tout ce que vous dites, forcément on y adhère et ça nous amène beaucoup de messages. C'est un peu comme le développement durable. On a besoin chacun de se nourrir un petit peu l'expérience de chacun. Ce que tu fais à Paris, ben, ça nous inspire. Forcément, il y a toujours des choses à récupérer. Un des points principaux, je pense que vous en avez certainement parlé, c'est la formation. La formation, elle est à revoir au niveau de la pédagogie elle-même, que ce soit dans les métiers du service ou de la cuisine. Actuellement, les références culinaires, c'est on apprend des techniques. On est toujours encore avec, je ne dis pas nos vieux cahiers, parce que ça voudrait dire que ce que l'on fait n'est pas bien, mais une protéine et un légume. Et je pense qu'on a une page à écrire au niveau des contenus de formation où on puisse amener des recettes, où on a ce complément alimentaire protéique avec les légumineuses et les céréales. Il y a des choses intéressantes à faire. Et je vais même à revoir certaines recettes de notre tradition pour apprendre à l'école. Ça, c'est un point qui me paraît essentiel. Et essentiel d'adapter aussi les cours de nutrition à la technique.
actuellement, dans les écoles hôtelières ou les CFA, la nutrition, c'est 1 heure tous les 3 semaines en sciences appliquées. Ce n'est pas suffisant. Et c'est sur un tableau, les protéines, les lipides, etc. Et on est à même, et ça on le fait justement maintenant, c'est plus à Poitiers, c'est à La Rochelle, de former des formateurs cuisine qui associent apprendre la technique et la nutrition en même temps. Comprendre la nutrition, c'est comprendre le domaine agricole. Donc ça se fait. Mais je crois qu'on a tous besoin, et je vous donne l'info parce qu'on a tous besoin de les encourager dans ce sens. Et de se nourrir les uns des autres. Mais qui mieux que Régis Marcon pour pousser un peu cette révolution sur la formation. Je voudrais, si Mauro est arrivé, on va démarrer avec Luca Mattioli la seconde partie de cette intervention. Est-ce qu'il y avait encore des interventions de la salle? Ne vous battez pas. On est dans les temps. On peut, Caroline, faire une petite conclusion et... Il est midi 20. Voilà. Alors, une petite conclusion de Marie? Il est là. Ce n'est pas une conclusion, mais c'est peut-être une invitation. Le 9 décembre prochain, il vient de partir, mais on a l'honneur d'avoir la 4e édition d'un colloque qui s'appelle Mon restaurant passe au durable, qui a lieu à Paris et dont Régis Marcon est le parrain, et dont l'ambition est de porter des solutions concrètes pour passer au durable. Donc voilà, donc si vous êtes à Paris à cette date-là, vous êtes tous invités. Merci à tous. Merci beaucoup. Je rappelle, Romain Médère, Plaza Athénée, Xavier Alberti, les collectionneurs, Julien Dumas, Lucas Carton, Marie Garnier, Métro et Henri Land, association, organisation environnementale, Landestini. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. On enchaîne avec Mauro Colagrico sur le zéro plastique.